Le remède à la souffrance, Patanjali en fait en indique plusieurs au cours du déroulement de son texte, de son enseignement. Mais j'ai choisi d'aller à l'essentiel parce que le reste me semble être plutôt des préalables. C'est dans le second chapitre qu'il parle de viveka. Alors le mot viveka, pour une fois, n'a pas, enfin en tout cas pas que je sache, peut-être qu'il y a une racine verbale, parce que le sanskrit est une langue intéressante dans la mesure où c'est une langue qui est presque entièrement construite sur des verbes. Les substantifs sont dérivés toujours de verbes, donc c'est une langue très active. On dit d'elle qu'elle est une langue morte, mais en fait c'est une langue très très vivante de ce point de vue. Mais en tout cas, le mot viveka signifie mot à mot le discernement, c'est-à-dire une forme d'intelligence qui permet de distinguer deux choses qui semblent identiques alors qu'elles ne le sont pas. Donc c'est une capacité à voir directement ce qui distingue une chose d'une autre ou une personne d'une autre. Et ce dont il parle comme étant le remède à la souffrance, c'est un viveka, un discernement, aviplava, qui ne fait plus aucune vague, c'est-à-dire qui est stable, sans faille, sans interruption. C'est une forme d'intelligence, je le redis, puisque il y a à résoudre le problème d'une identification erronée, dont il parle très clairement dans le premier chapitre de son enseignement, mais qui viendra ensuite dans mon exposé. Et ici, j'ai envie d'attirer l'attention sur le fait qu'aujourd'hui, en tout cas en Occident, dans les sciences neurocognitive, on reconnaît bien plus de formes d'intelligence qu'à l'époque où on pensait qu'il n'y avait que le test d'intelligence rationnelle qui comptait pour définir l'intelligence. Et la quatrième forme d'intelligence qui est reconnue aujourd'hui, c'est celle qui permet la connaissance de soi en termes de perception des sensations corporelle, ce qui n'était pas vécu auparavant comme une forme d'intelligence. Et la cinquième forme d'intelligence, c'est l'intelligence relationnelle. Et les deux dernières formes d'intelligence nous mettent vraiment en connexion avec le yoga, parce que le yoga, comme son nom l'indique, c'est relation. Et c'est aussi la capacité à ressentir profondément ce qui se passe en soi. Et donc viveka, c'est cette forme d'intelligence en nous qui nous permet de distinguer entre une identité qui est perturbée et perturbable et une identité qui est imperturbable et imperturbée. Je disais auparavant que même si nos personnages sont différents, nos sexes sont différents, nos couleurs de peau sont différentes, nous sommes tous des êtres humains avec des caractéristiques, nos lumières et nos ombres qui nous distinguent. Là, c'est facile de voir la différence. On aime ou on n'aime pas. On devrait ni aimer ni ne pas aimer. On devrait être capable de voir la différence et de l'accepter en tant que différence simplement. Mais, quelles que soient les différences et quels que soient les j'aime ou j'aime pas selon ces différences, il y a un facteur commun présent en chacun d'entre nous qui est que nous sommes des êtres conscients et conscients d'être conscients. Je vous disais, non, je ne vous ai pas encore dit que le terme utilisé par Patanjali pour décrire la conscience humaine limitée, c'est un terme qui est celui en sanskrit de chitta. Et ce terme est construit sur le mot chit, le verbe chit, qui veut dire être conscient, et ta, comme si.
un peu comme dans Asmita, que j'ai cité précédemment, comme si j'étais ce je suis-là, ce je suis limité, ce personnage auquel je suis identifié par la force des choses, par l'influence des parents et de l'éducation, mais aussi de l'histoire de l'humanité. C'est intéressant de voir l'histoire de l'humanité. Au début, c'était une conscience clanique, tribale. L'individu n'existait pas vraiment, c'était un groupe. Ça existe encore dans certains pays, régions, contrées, comme en Afrique peut-être, certaines parties d'Afrique. Et puis la notion d'individu s'est développée relativement récemment dans l'histoire de l'humanité. Ça a beaucoup pris naissance à la fois dans la Grèce, mais surtout dans les religions du livre et surtout dans le christianisme. L'importance de la personne en tant qu'individu particulier. Et donc nous sommes les héritiers de toute cette histoire, chacun d'entre nous. À l'époque de Patanjali, le christianisme n'était pas encore présent, mais néanmoins la notion de personnage limité, elle existait déjà aussi, puisqu'il en parle. Bien que sans doute la notion de clan en Inde était fondamentale. La plupart, on parlait de lignées à un moment entre nous. Les lignées, c'était des lignées claniques en fait, c'était des clans dans l'Inde ancienne. Et la notion d'individualité s'est précisée et développée et a pris sa pleine ampleur aujourd'hui, avec chacun voulant être son propre maître, comme s'il était indépendant des autres et indépendant de la nature et maître de la nature, ce qui est vraiment une forme d'auto-illusion particulièrement grave. Donc le terme de citta parle de cette conscience individuelle, conscience d'être un individu séparé. Et le viveka, le discernement, c'est l'instrument qui doit nous permettre de réaliser ce qui est commun en chacun d'entre nous. Je n'ai pas tout à fait perdu le fil de mon discours. Ce qui est commun, malgré toutes nos différences, en chacun d'entre nous, êtres humains en tout cas. Pour l'Inde, c'est plus que les humains, c'est aussi les végétaux, les animaux, les minéraux. C'est que nous sommes des êtres doués de conscience. Ce qui nous sépare des autres êtres vivants sur cette planète, c'est que peut-être nous sommes peu nombreux parmi les espèces à être conscients d'être conscients. Ce qui distingue l'être humain, c'est qu'il est conscient d'être conscient. Du moins l'être humain qui a un certain niveau de développement intérieur. Peut-être certains êtres humains ne sont pas conscients d'être conscients. Ce n'est pas mon cas, donc je ne sais pas. Mais dès que quelqu'un est conscient d'être conscient, il est confronté au mystère de qu'est-ce que c'est que la conscience. Et il y a deux approches pour essayer de déterminer ce que c'est que la conscience. Il y a l'approche scientifique qui essaye de déterminer quels sont les fonctionnements du cerveau qui donneraient naissance au phénomène de la conscience. Et je ne suis pas un expert en sciences, mais apparemment il y a deux écoles actuellement. Une qui pense que la conscience n'est pas la conséquence du fonctionnement du cerveau. Et cette école-là, elle existe depuis pas mal d'années, puisque je me souviens qu'avant de partir en Inde, je lisais cette revue Planète, qui à l'époque fournissait énormément d'informations sur la spiritualité, mais pas seulement, aussi sur la science. Et il y avait un groupe de scientifiques qui s'appelait les Gnostiques de Princeton, qui avait émis la théorie, qui avait été réfutée par tous les autres scientifiques de l'époque, selon laquelle la conscience était un champ, comme un champ électromagnétique, un champ extérieur au cerveau, et que le cerveau était un capteur de ce champ, et que bien entendu, suivant l'histoire de ce cerveau, la manière de capter et de rendre compte du champ de la conscience était différente pour chaque individu, parce que ceux qui avaient modelé son cerveau étaient différents d'un individu à l'autre. Cette théorie m'avait bien interrogé et bien plu à l'époque. Et je l'ai retrouvé un peu dans la notion indienne du chit, de la conscience, comme étant donc un champ
un champ unifié, et comme se répercutant à travers des instruments que sont les personnages que nous sommes. Et nous sommes donc porteurs, enfin révélateurs plutôt que de ce champ, informant ce champ et étant informés par lui, comme essayait de le définir ce physicien anglais Rupert Sheldrake, dont peut-être certains ont entendu parler, qui essayait d'expliquer ce mystère de la nature qui déploie des formes inimaginables de beauté, de complexité, alors que la théorie de l'évolution ne suffit pas à l'expliquer. Et il expliquait que c'était un champ de créativité qui alimentait les espèces pour développer ces couleurs, ces sons extraordinaires chez les animaux comme chez les végétaux, comme chez les humains aussi. Et donc ce trait commun que nous avons d'être des êtres conscients, l'intelligence qui est le propre de l'être humain devrait lui permettre de découvrir que c'est là où se trouve la clé du mystère et la possibilité d'aller au-delà de la souffrance, de la souffrance dont on a parlé, qui est de nature spirituelle, qui est de la nature de l'ignorance de notre vraie identité. Qu'est-ce que c'est que d'être conscient ? Dans le langage commun, être conscient veut dire que moi, ce personnage, je suis conscient de voir, par exemple, telle ou telle personne et de réagir de telle ou telle façon à ce que je vois. Alors que, pour l'Inde, la conscience, c'est comme un espace sans limite dans lequel se déroule toute la gesticulation des personnages, espace sans limite qui est le témoin sans jugement de cette gesticulation, et cet espace sans limite, témoin de la gesticulation du personnage, se trouve aussi au centre même de ce personnage, et c'est cela notre vraie identité. Celle qu'il s'agit de découvrir, parce qu'elle est couverte par l'autre qui gesticule. D'où l'interprétation erronée, à mon avis, du yoga, qu'il faut faire taire le personnage pour que se révèle la conscience. Non, il n'y a pas à faire taire le personnage. Il s'agit simplement d'observer que derrière la gesticulation du personnage, et à chaque instant, il y a quelque chose qui veille, qui ne peut pas être nommé, qui ne peut pas être décrit, qui n'a pas de forme, et qui pourtant justifie, ou plutôt explique, ce mystère de la conscience, du fait que nous sommes conscients. Et Viveka, c'est l'instrument par lequel nous pouvons le réaliser. Alors, je reviens au sutra. Le sutra dit donc que le moyen de résoudre le problème de la souffrance, c'est un discernement sans faille, sans vague, que ce discernement, il s'établit par paliers en 7 étapes. Et là, Patanjali n'en dit pas plus. Les commentateurs du passé ont essayé de définir quelles étaient ces 7 étapes, un chiffre un peu, enfin très signifiant dans les cultures anciennes, que ce soit la culture de l'Inde, la culture hébraïque, ou je ne sais pas pour les Chinois. Et en fait, je crois que c'est intéressant de voir qu'il ne donne aucune explication sur ces 7 paliers, mais en tout cas, c'est l'idée que ça ne s'établit pas d'un coup, que c'est plus un peu comme dans le zen, la notion de satori, d'illumination. Il y a des illuminations, mais qui sont suivies de périodes de non-illumination. Et d'illumination en illumination, on arrive peut-être, dans le bouddhisme, à l'état de Bouddha. Et de la même façon, dans le Yoga Sutra, il y a cette idée que des éclairs, des intuitions, des prises de conscience se font dans le cours d'une vie,
Et cela nous éclaire brutalement peut-être et profondément sur notre vraie nature. Et puis, pof, c'est comme si la pesanteur du passé revenait s'installer en soi et qu'on se retrouvait à nouveau enfermé dans le personnage et, sachant qu'on en est sorti, ne plus savoir comment on avait fait pour y parvenir. Et donc les paliers de reconnaissance que nous ne sommes pas seulement ce personnage, mais que nous sommes cette conscience qui veille infiniment et sans jugement, on ne peut pas y avoir accès définitivement d'un coup, et c'est la notion des différents samadhis, des différents états de conscience modifiés dont parle beaucoup le Yoga Sutra dans le premier chapitre, qui essaye d'expliciter quels sont les différents paliers de l'éveil de l'intelligence, pour reprendre un terme d'un livre de Krishnamurti. Je terminerai en disant que, et là ça reste un mystère et peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler un jour, Patanjali dit que cette intelligence va s'installer, grandir et devenir définitive à condition d'avoir une relation intime et durable avec ce qu'il appelle les 8 membres du yoga, l'Ashtanga Yoga, qui sont souvent commentés ou explicités comme étant des paliers qu'il faut gravir. À mon avis, c'est totalement faux. J'ai adhéré immédiatement à la manière dont Desikachar me l'avait expliqué. Il m'avait dit non, ce n'est pas du tout des paliers ou des marches d'une échelle qu'il faut gravir en commençant par le premier. Il dit on peut entrer dans le yoga par n'importe quel des 8 membres, mais la description qui est faite des 8 membres dans le second chapitre par Patanjali, c'est la description de l'état d'être ou du comportement d'un être réalisé et libéré. Et que donc ça doit être ni pris comme modèle, ni pris comme processus, mais simplement comme le témoignage que l'être humain n'est pas abouti, n'est pas achevé, et que lorsqu'il parvient à son aboutissement et à son achèvement, son comportement, sa manière d'être, c'est ce qui est décrit comme étant les 8 membres du yoga.